Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour revenir sur le texte que vous avez travaillé, que certains d'entre vous ont travaillé le 15 mai dernier pour préparer le baccalauréat. Je reviens donc sur le texte de Edmund Husserl qui figure donc sur l'Agora. Il s'agit donc d'un corrigé oral de ce qui vous était demandé en terminale STMG, c'est-à-dire les réponses aux questions qui suivent le texte que vous aurez à expliquer. Je ne relis pas le texte, vous l'aurez déjà lu avant d'écouter cette vidéo. Revenons donc aux questions une par une, à traiter dans l'ordre. Attention, elles sont à traiter dans l'ordre, et c'est important. Première question, dégager l'idée principale du texte et les étapes du raisonnement. L'idée principale du texte ici, c'est pas le thème, c'est pas ce dont parle le texte, c'est ce que le texte veut essayer de montrer, de prouver. Or, ce que le texte veut montrer, c'est que premièrement, la philosophie est une sagesse, autrement dit une recherche de quelque chose que l'auteur va qualifier de vérité à la fin du texte. La philosophie, c'est donc la recherche de la vérité. Mais pour arriver à affirmer une telle chose, il faut tenir en même temps deux aspects qui vont former le problème du texte. La philosophie est une recherche personnelle de la vérité, premièrement, et deuxièmement, la philosophie est une recherche de la vérité au moyen d'une méthode qui nous permettra d'établir des vérités universelles. Paradoxe du texte, c'est que à la fois nous sommes en philosophie face à un savoir que l'individu acquiert par lui-même, savoir personnel, et en même temps qui a la prétention de devenir un savoir universel. Or, il semble que ce qui est personnel ne soit pas nécessairement universel. Il faut donc qu'il justifie cela. Voilà l'idée principale du texte. La philosophie est une recherche de la sagesse, c'est-à-dire une recherche de la vérité, et elle a cette double caractéristique d'être personnelle et de viser l'universel. Les étapes du raisonnement. Eh bien, l'auteur dans son texte part de deux paradoxes qui forment en réalité les deux paragraphes. Le premier paragraphe, je viens de le dire, est formé autour du paradoxe à la ligne 3, la philosophie est en quelque sorte une affaire personnelle du philosophe. Et à la ligne d'en dessous, à la ligne 4, un savoir qui, bien qu'il tende vers l'universel, soit acquis par lui, c'est-à-dire par le philosophe. Première partie du texte donc, l'auteur, c'est ça que vous devez noter quand vous répondrez à cette question, l'auteur tente de résoudre le paradoxe qui opposerait une connaissance personnelle à une connaissance universelle. Et il va répondre que la connaissance que le philosophe a, elle est universelle précisément parce qu'elle s'appuie sur des intuitions absolues. C'est ce qu'on voit à la ligne 6. Deuxième étape du raisonnement, l'auteur s'attache à un deuxième problème. La philosophie a pour but de savoir quelque chose. Or, pour savoir quelque chose, dit-il, il faut commencer par faire vœu de pauvreté en matière de connaissance. C'est ce qui est marqué à la ligne 9. Faire vœu de pauvreté en matière de connaissance. Il faut que vous expliquiez ce que ça veut dire, mais comme vous le ferez à la question 2, vous pouvez simplement dire que l'objectif de cette deuxième partie est de montrer que la connaissance à laquelle arrive le philosophe est une connaissance qui part de certaines connaissances vérifiées qui sont peu nombreuses. Fin de la question 1. Question 2. Il s'agit donc là d'expliquer des morceaux, des phrases du texte. À chaque phrase que vous expliquez, vous essayez vraiment de rentrer un petit peu dans le détail de l'explication. Alors allons-y. Question 2, petit a. La philosophie est en quelque sorte une affaire personnelle du philosophe. Bien. Donc ici, il faut que vous reveniez sur une idée qui est assez communément admise, c'est que la philosophie n'est pas une science au sens mathématique du terme, au sens physique, au sens de la physique, au sens de la chimie, de la biologie. C'est une science qui, étymologiquement, fait référence à la notion de sagesse. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Or, précisément, la sagesse n'est pas quelque chose qui, d'emblée, se donne comme universel. On peut dire qu'il y a une sagesse propre à chaque individu. D'ailleurs, une expression dans le langage courant, c'est plutôt ma philosophie, ou c'est plutôt sa philosophie. Bon. Il y aurait là une manière de concevoir la philosophie comme une discipline personnelle, comme en quelque sorte une quête, une recherche intérieure.
Et d'ailleurs, il semble que le premier paragraphe aille largement dans ce sens, hein, en disant que il faut faire en sorte que le savoir que va procurer la philosophie vienne de celui qui fait de la philosophie, du philosophe lui-même. Donc, pour expliquer un petit peu cette phrase, vous pouvez partir du sens commun, vous pouvez noter le fait qu'il s'agit bien d'une discipline personnelle, c'est-à-dire qui prend en compte la recherche personnelle de la sagesse par l'individu qui pratique la philosophie, et en même temps, vous devez montrer par là que il est en train d'opérer dans ce texte, d'entrer dans une démarche qui ressemble à la démarche de Descartes, de plus en plus. Descartes qui commence son raisonnement, on l'a vu, par mettre en doute un certain nombre de connaissances qu'il a acquis des autres, et revenir sur lui-même, entrer d'une certaine manière dans son intériorité et essayer de penser l'origine de cette connaissance et ce qu'il connaît véritablement. Petit b. Il doit pouvoir justifier dès l'origine et à chacune de ces étapes en s'appuyant sur ses intuitions absolues. Ce savoir dont il est question dans la philosophie n'est pas simplement un savoir fantaisiste. Je viens remettre en question ce que j'ai dit dans le petit a. Quand on dit c'est sa philosophie, c'est ma philosophie, on exprime quelque chose de vrai au sens où c'est bien quelque chose de personnel, mais de pas complètement vrai non plus, parce que la philosophie c'est pas juste le savoir de l'un, de l'autre, qui n'aurait absolument aucune justification, c'est ma manière de voir les choses, etc. La philosophie est tout sauf du relativisme. Donc, comment on fait? Elle est personnelle et en même temps. Mais en même temps, dit Husserl à la fin de ce paragraphe, il faut que le philosophe qui atteint ce savoir-là, qui prétend posséder un savoir, puisse justifier de son savoir. Et comment doit-il le justifier? Il doit le justifier à chaque étape du raisonnement, c'est-à-dire, tout simplement, procéder de manière rigoureuse, méthodique, c'est d'ailleurs ce qui apparaît à la fin du texte, hein. Il faut trouver une méthode, c'est-à-dire une manière de conduire son raisonnement. Et là, vous pouvez y aller, vous avez des choses à dire, vous savez qu'il existe plusieurs manières de conduire un raisonnement. Il existe la manière inductive de conduire un raisonnement, par exemple l'observation de toute la réalité que je peux observer, voilà, il y a différents individus devant moi, et à partir de cette réalité, de cette pluralité, je forge une idée plus générale, un concept plus général. Par exemple, j'observe que tout le monde a deux jambes, j'en déduis que les êtres humains ont deux jambes. Raisonnement déductif, je pars de principes généraux et ensuite je vais déduire un certain nombre de propositions, ce qu'on appelle donc la déduction. Et enfin, ce dont il est question dans le texte et qu'il faut expliquer, la connaissance par intuition. L'intuition dont il est question dans le texte, c'est donc pas un raisonnement, c'est pas une manière de raisonner, c'est ni une induction ni une déduction. De quoi s'agit-il donc? Eh bien, il s'agit d'une saisie immédiate de quelque chose d'évident, comme on l'a fait au début de l'année avec l'exemple du rêve. Quand Pascal dit clairement que la connaissance que nous avons présentement du fait que nous ne rêvons pas est une connaissance qui nous vient du cœur et non pas de la raison, c'est-à-dire de l'intuition. J'ai l'intuition, c'est-à-dire j'ai la connaissance immédiate de mon état d'éveil et non pas de mon état de rêve. Petit c. J'ai donc par là même fait le vœu de pauvreté en matière de connaissance. Il faut expliquer un peu cette expression. Faire vœu de pauvreté, ça veut dire se contenter de peu. C'est une expression qui est utilisée beaucoup dans davantage en tout cas pour les choix de vie religieuse, par exemple. Un certain nombre de personnes décident d'abandonner leurs biens ou une grande partie de leurs biens et font ce que l'on appelle un vœu de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à ne pas posséder de biens. Eh bien, ce qu'on voit dans le texte, c'est que Husserl est en train de dire la même chose. Il fait vœu de pauvreté en matière de connaissance, ça veut dire qu'il part de l'idée selon laquelle il n'y a pas énormément de connaissances certaines, il y en a quelques-unes, et c'est ces quelques-unes qui proviennent de l'intuition, dont on a parlé juste avant. Ce sont ces quelques connaissances-là qu'il va conserver afin d'essayer de bâtir un savoir véritable, comme il le dit à la fin du texte. C'est donc pas tout à fait une démarche sceptique, puisque le sceptique dirait qu'il n'a pas de connaissance du tout. C'est une démarche qui
tend vers la connaissance d'une vérité, donc dogmatique, mais qui en même temps n'est pas un dogmatisme outrancier, un dogmatisme qui consisterait à dire qu'il existe un nombre de connaissances énorme, un certain nombre de connaissances en tout cas, mais qu'il existe certaines connaissances sur lesquelles il faut s'appuyer et remettre en doute les autres. Troisième question, la mini-dissertation. Le doute est-il un obstacle à la recherche de la vérité ? Je vous rappelle que pour cette question 3, vous devez faire une mini-dissertation, c'est-à-dire en respectant la méthode de la dissertation, mais moins long. Quelle est la méthode de la dissertation ? Toujours repérer un paradoxe. Le doute est-il un obstacle à la recherche de la vérité ? Doute et vérité. Il semble bien que le doute ne soit qu'un contraire, au moins une opposition à la notion de vérité. Quelque chose que vous savez vrai, vous le savez sans doute, sans aucun doute possible. Si c'est vrai, alors vous n'en doutez pas. Le sujet donc, le doute est-il un obstacle à la recherche de la vérité, semble bien opposer deux notions qui semblent contradictoires. Néanmoins, si on observe un petit peu plus l'état de nos connaissances, il y a un certain nombre de connaissances que nous avons, desquelles nous ne sommes pas absolument certains, qui n'ont pas toutes été rigoureusement démontrées. Et pourtant, ces connaissances, nous les avons. Nous dirions donc que nous sommes à peu près certains, mais pas complètement certains. Il existe donc des vérités que nous admettons sans pour autant être, d'une certaine manière, à 100% convaincus que ces connaissances sont vraies. Il existe donc peut-être une marge possible d'erreur, un doute possible, et pourtant nous affirmons que ce sont des vérités. Bien. Voilà le paradoxe. Ok, donc on construit ces deux parties, le doute semble s'opposer à la vérité. Si je doute, c'est que c'est pas vrai. Et en même temps, il y a des connaissances que nous disons être vraies, et dont pourtant nous avons pas tout à fait un degré de conviction qui soit de 100%, où le doute est un petit peu permis. Il s'agit de connaissances dites des connaissances probables. Bien. Maintenant, construisons nos parties. Je suis parti de l'idée que le doute s'opposait à la vérité. Et bien j'y vais, première partie, le doute s'oppose à la vérité. Il semble donc, vous rédigez votre paragraphe, première chose à faire, vous rappelez la thèse, le doute s'oppose à la vérité. Douter, c'est ne pas atteindre la vérité, c'est refuser d'atteindre la vérité. Argumentation, il s'agit de la thèse sceptique, tout simplement. Le sceptique qui tient qu'on ne peut pas atteindre la vérité, précisément, pour quelle raison ? Parce qu'il est impossible de démontrer chacune des étapes d'un raisonnement, que donc les connaissances que je pense être vraies en réalité ne sont pas prouvées, et comme elles ne sont pas prouvées, je ne peux pas dire qu'elles sont vraies, je suspends donc mon jugement, c'est-à-dire je m'abstiens de dire si c'est vrai ou faux. Je peux citer une référence, on en a travaillé plusieurs, en plus les noms sont plutôt sympas. Vous avez Pyrrhon, ou bien Sextus Empiricus, dont on a parlé au tout début de l'année, et vous avez d'ailleurs une vidéo à regarder là-dessus, qui, en quelque sorte, tiennent cette idée selon laquelle il n'y a pas de connaissance vraie. Il existe une vérité, certes, mais cette vérité, nous ne pouvons pas l'atteindre. Deuxième partie. Je viens corriger un tout petit peu ce que j'ai dit. Le sceptique n'est pas un relativiste. Le sceptique ne dit pas qu'il n'y a pas de vérité. Le doute du sceptique, en réalité, ne s'oppose pas à la recherche de la vérité, il ne s'oppose qu'à la vérité possédée par l'individu. Ma deuxième partie donc porte donc sur le doute comme démarche, recherche de vérité. Et là, je reprends le texte, ou je peux reprendre Descartes, c'est la démarche de Descartes, c'est la démarche de Husserl. Le doute est le commencement de la recherche de la vérité. Je commence par remettre en doute des choses que je pense être certaines pour pouvoir m'assurer, les fonder sur une méthode que je sais fonctionner, qui vont me permettre d'établir si oui ou non cette connaissance que j'ai est certaine ou n'est pas certaine. Il s'agit donc de comprendre le doute cette fois-ci comme une démarche de recherche de la vérité. Et enfin,
Troisième paragraphe, troisième partie, je reviens donc à la question, le doute est-il un obstacle à la recherche de la vérité? Je pourrais simplement conclure, alors soit si j'ai fait ces deux parties-là, je ne suis pas obligé de faire une troisième partie, je peux faire simplement une conclusion dans laquelle j'explique que le sujet comme tel, je dois y répondre définitivement, c'est-à-dire, je reprends ma question, le doute est-il un obstacle à la recherche de la vérité? Le doute est un obstacle à la vérité en tant qu'elle serait possédée par un individu qui dirait « je connais ». Le doute s'oppose au dogmatisme absolu, un dogmatisme hardcore dont on a parlé, celui qui affirme sans vérifier, mais le doute ne s'oppose pas à la recherche de la vérité, au contraire, il est la garantie que la vérité est bien une recherche et non pas quelque chose que l'on possède définitivement. Voilà ma conclusion.